Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Bon, les jours se suivent et se ressemblent d'une certaine façon. On est encore dans les rumeurs ou les espoirs d'accords de paix avec l'Iran. En même temps, le Washington Post dit on est peut-être aussi à l'aube de débarquement au sol. On ne sait plus quoi penser. Non, puis, tu sais, une chose et son contraire souvent dans les déclarations. Oui, et souviens-toi, même Marco Rubio, secrétaire d'État, qui disait oui, ça va se régler rapidement d'ici 1 ou 2 semaines. Après ça, en fin de semaine, le Washington Post parle effectivement de boots on the ground, de bottes au sol. Et là, il y a eu la ride d'avion du président américain à bord d'Air Force One. Et là, il a fait toutes sortes de déclarations. Il est Air Force One. Oui, il jase. Alors, je vous résume un peu ce qu'il a dit. Selon lui, l'Iran aurait accepté la plupart des 15 demandes dans les négociations, qu'il y aurait eu changement de régime et que les gens en place, là, tu sais, sont parlables, là, sont raisonnables. Maintenant, qui est en place, on ne le sait pas trop. Avec qui il parle, c'est pas clair. Mais selon le président américain, un accord de paix pourrait être conclu quand même assez rapidement. Parallèlement à tout ça, Trump aussi a dit en soirée qu'il envisage de saisir l'île de Khark. On a beaucoup parlé de l'importance stratégique de cette île-là, même si, selon lui, les négociations se passent quand même assez bien. Et ce sont des paroles, des déclarations qui surviennent alors que les troupes américaines seraient sur le point de mener des opérations terrestres. On a parlé du déploiement de milliers de soldats qui sont en direction. Et l'Iran affirme que s'ils mettent le pied sur le sol iranien, ils vont être attendus de pied ferme. Pendant la nuit aussi, les États-Unis disent avoir mené de nombreuses opérations, des frappes sur des cibles iraniennes, alors qu'au Royaume-Uni, le premier ministre Keir Starmer doit rencontrer des chefs d'entreprise pour discuter aussi de l'impact de la guerre. Alors, c'est pas mal là où on en est ce matin. Il y a aussi tous les stocks d'uranium enrichi, là. Oui. Est-ce qu'il va se les faire remettre? Ou est-ce que... parce que c'est dans les 15 points. Parce que nous, on s'était fait une idée que les troupes au sol, c'était pour sécuriser le détroit d'Ormuz, mais là, ce matin, il y a des rumeurs que ça serait pour aller être comme menacé d'aller prendre de force les stocks d'uranium enrichi si l'Iran les remet pas. Ou accentuer la pression sur eux pour les remettre en disant de toute façon, on va les prendre. Ça sera surveillé. En tout cas, le marché du pétrole n'a pas l'air à croire que la paix est pour demain matin. Là. Non, parce que le prix du Brent ou encore le WTI, c'est en hausse. Le Brent dans la mer du Nord dépasse les 115 $. Le WTI, qui est la référence américaine, est à au-delà de 100 $ aussi. Les analystes qui ont lancé un nouvel avertissement en disant que, attention, la flambée des prix va se traduire par une hausse des prix aussi des denrées. 2 raisons à ça, l'augmentation des coûts de transport, bien sûr, la difficulté à exporter des engrais aussi. Bref, quand le transport maritime est interrompu, c'est compliqué à bien des niveaux. Maintenant, les bourses vendredi, ça a été une journée catastrophique. Là. Le Dow Jones a reculé d'1,7 %. Mais la semaine a été la pire la semaine passée. Oui. Parce que les semaines précédentes, il y avait un peu de dents de scie. C'était à la fin de la semaine, c'était à la baisse, mais la semaine passée, ça a descendu. Pas mal tous les jours. C'est un vieil adage en bourse qui dit la bourse monte les marches par l'escalier, mais descend par l'ascenseur. Hein? Oui, elle ne vient pas de moi, là, mais c'est un vieil adage. Le S&P 500 a reculé de presque 1,7 %, le Nasdaq de 2,15 %. Alors, à quoi va ressembler la journée d'aujourd'hui? Les futures, les transactions d'avant ouverture de marché sont légèrement dans le vert, mais c'est timide, là. Très, très, très timide. Bien au Canada, notre ministre des Finances est en route vers la Chine. Oui, François-Philippe Champagne qui va commencer un périple important sur le plan commercial. Le ministre des Finances va être à la tête d'une mission de diversification économique en Chine et c'est un voyage qui s'inscrit là, dans la foulée d'un récent voyage du premier ministre Carney qui avait pour objectif de rétablir les relations bilatérales qui ont été très tendues pendant un bon moment avec la Chine dans un contexte de tensions commerciales persistantes avec les États-Unis. Donc, on souhaite avoir aussi d'autres voies de passage. François-Philippe Champagne va rencontrer des hauts responsables chinois dans le secteur des finances, des banques. Sa visite est prévue du 1er au 4 avril et la Chine devrait répondre en envoyant un peu plus tard cette année une délégation d'investisseurs au Canada. Puisque je te parle de François-Philippe Champagne, on apprend dans le journal ce matin qu'une consultante a été payée 14 000 $ pour aider le ministre fédéral des Finances à rédiger son discours sur le budget. C'était l'automne dernier. Elle s'appelle Catherine Aymon, elle est directrice des relations avec les municipalités à la firme Alto. Maintenant, combien d'heures elle a passé là-dessus pour être payée 14 000? On n'a pas la réponse, mais c'est un discours qui avait 6 000 mots. C'est bien quand même cher le mot. C'est un bon discours. Devrait être payé au mot, Mario.
Tu frappes à lettre. Parler comme tu parles, puis écrire comme tu écris. Ouais, fait que donc, c'était-tu un bon discours? C'est ça la grande question. Oui, c'est ça. C'est un discours du budget qui aura passé à l'histoire. Retrouve-nous là sur YouTube. Là, un matin, à place d'animer, on va prendre congé, on va le faire jouer. Comme ça, nos auditeurs vont rentabiliser leurs taxes. C'est ça. Mais ça a l'air que c'est pas inhabituel. C'est quelque chose qui aurait été... de se faire aider dans certains discours spécialisés. spécialisés, ça paraît un peu cher, ouais. C'est ça qui frappe surtout. C'est parce qu'il y a déjà des employés de cabinet, là, quand même, des cabinets avec beaucoup d'employés. Généralement, c'est bien payé. C'est confirmé, on en avait parlé la semaine passée, et c'est confirmé. Donc, un nouveau chef au NPD qui a des positions, des positions claires. Ah oui, c'est à gauche toute. Heavy Lewis, cinéaste qui a obtenu 56% des votes au premier tour de ce scrutin. Ça se passait à Winnipeg, le très congrès connu de son père récemment. du NPD. Ben, dans le monde, le mouvement NPD, il est connu. Dans le mouvement, au Canada anglais, même dans les mouvements de gauche au Canada anglais, je dirais qu'il est très connu. Au Québec, vraiment, vraiment moins. Il y a un très bon français, par exemple. Vous allez voir l'invité. Je pense qu'il l'a beaucoup amélioré. Oui, non, il est bon son français. Je l'ai entendu dans son discours. Oui. Il faut pouvoir l'inviter. Mais, tu sais, dans ses positions, là, réseau d'épiceries pan-canadiens gouvernementaux, donc une nouvelle société d'État qui s'occupe de l'épicerie. Ça fait Mamdani. Oui, ça fait... Puis, je veux dire, le pétrole, puis tout ça, au Canada, on oublie ça. On développe plus ça, on n'investit plus là-dedans. Après ça, oubliez tout ce qui est immigration, si on rouvre le chemin. Tout ce qui a été fait comme resserrement là, depuis que Trudeau est parti, ça, faut revenir au niveau d'immigration là, de l'année 2022-23, ouvrir le chemin Roxham, puis donner à tout le monde un statut rapidement, là, pour arrêter de niaiser avec des histoires de réfugiés en attente d'une réponse, puis tout ça. Une acceptation rapide, immédiate, tout le monde devient... Taxer les riches, sûrement, Mario, un peu. Les méchants riches. Taxer les riches et les entreprises. Taxer les riches et les entreprises, effectivement. Fait que, mais les entreprises, ils ne taxeront pas tant que ça parce qu'il va en avoir beaucoup moins. Je regardais le nombre de secteurs qui seraient nationalisés. Là. On va épurer. Ouais, fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui deviendraient gouvernementales. Fait que t'as pas à les taxer. Ben, au sport, qu'est-ce qu'il reste à dire, Charles-Antoine? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Les joueurs individuellement, les gardiens, l'équipe. Honnêtement, c'est génial. Mon travail est très facile ces temps-ci. 99% ce matin de chances d'accéder aux séries. Pour le Canadien. Pour le Canadien. 5 victoires de suite pour la première fois de la saison. Mais là, en fin de semaine, Columbus, Caroline, à l'étranger, 2 matchs en 23 heures d'intervalle. Qui aurait gagé 2 victoires à la régulière? Ouais. Tu sais, samedi, les Prédateurs de Nashville, on s'est rendu compte que l'Ouest était beaucoup plus faible que l'Est. Là. Ouais. Cette équipe-là était complètement perdue. Le Canadien en a profité. Ils sont dans les séries, eux, là. Exact. Ils se battent pour une place en série. Le Canadien, avec 94 points là, ce matin, serait à des années-lumière devant les Ducks, les Golden Knights qui ont congédié leur coach hier, les Oilers dans la Pacifique. Là, c'est fou la disparité entre l'Est et l'Ouest cette année. Puis dans les 10, 12, 15 dernières années, c'était l'inverse. C'est souvent l'Ouest qui était vraiment plus solide sur papier. Donc le Canadien là, qui... Ouais. Et là, c'était performance individuelle aussi. Performance d'équipe, mais tout fonctionne. Les buts de Caulfield, les 100 points de Suzuki, tout ça apparaît très faisable à ce point-ci. Là. Suzuki hier, 89, 90, 91, donc sa meilleure saison en carrière. Il est sur justement un rythme de plus de 100 points. La dernière fois, c'est Vincent Turgeon qui l'a fait à Montréal, plus de 100 points. C'est lui aussi qui a fait plus de 80. En fait, Vincent Turgeon est le dernier à avoir... Pierre Turgeon. C'est comme si c'est Vincent Turgeon. C'est mon plombier, Jules. Les 2 derniers joueurs du Canadien, vous allez comprendre. Les 2 derniers à avoir atteint 90 avant Nick Suzuki hier, Vincent D'Anfous, Pierre Turgeon. Mais sans Pierre Turgeon, ça fait 100 points. Non, c'est Matt Naslund le dernier avec ça. J'étais parti sur mon Vincent Turgeon. Là. C'est Matt Naslund le dernier. Matt Naslund le dernier qui a fait 100 points. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, fait que j'essaie de combiner 3 joueurs ensemble. Matt Naslund, ça fait 40 ans essentiellement. Exact, c'était en 1986, absolument. Cole Caulfield avait 46, Nathan McKinnon, parce qu'il a marqué hier, Nathan McKinnon en a maintenant 48. Lane Hudson, 3e meilleur défenseur de la Ligue. Là. Il va, tu sais, si l'an passé a gagné facilement le Calder, cette année, il va récolter des votes au Norris. Il le gagnera pas, mais c'est le 3e défenseur de la Ligue avec le plus de points. Jakub Dobeš hier a une soirée intense.
Première étoile, 34 arrêts, encore une fois. Ouais, c'est lui la game. En fait, là, comme il a servi aux Hurricanes la semaine passée à Montréal. Mais à la fin de la première période, il s'est blessé. Il n'était plus capable de se relever en douleur avec 8 secondes à faire en première période. On s'est posé la question, qui sera de retour sur la patinoire début de deuxième? Finalement, il était là. Comme si rien ne s'était passé. C'était une blessure au genou en plus. Là. Honnêtement, là, on voyait le scénario catastrophe se dessiner devant nous pour la fin de saison, les éliminatoires du Canadien, comme il s'est passé tellement de fois, là, avec Carey Price dans le temps, avec Samuel Montembeault l'an passé qui se blesse au pire moment. Finalement, il revient. Première étoile, domine complètement les Hurricanes. Non, c'était quand même assez impressionnant de voir tout le monde contribuer, même si ça a été encore, mauvais jeu de mots, un ouragan en début de rencontre. Là. C'était 10-0 les tirs des Hurricanes. Ah oui. Non, mais tu pouvais, même après la première période, tu pouvais quasiment pas penser que les Canadiens allaient gagner. Là. Ils se faisaient rosser. Ouais, exactement. Ne touchaient pas à la rondelle. Mais ça, c'est le style de la maison. Le style de Rod Brind'Amour, là, il t'étourdit. Il faut juste que tu gères la tempête. Là, tu restes à flot. Il faut que le gardien les arrête aussi. Ça mettait 3-0 après la première, d'après moi, on a un scénario. Puis ça aurait pu. Là. Ouais, mais j'ai très hâte de voir le match demain face au Lightning de Tampa Bay, qui est maintenant devant les Sabres de Buffalo. Donc, est-ce que c'est un prélude de ce qui s'en vient à l'éliminatoire? Parce qu'il y a des grosses chances que le Canadien affronte Tampa Bay en série. Là. Si Tampa Bay termine deuxième. Mais là, avec si Tampa Bay passe devant Buffalo. Exact. Là, c'est Tampa Bay qui va affronter la pire équipe dans l'Est ou la deuxième pire. Et Buffalo affronterait Montréal. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Ça va être vraiment à suivre. Bon. Parlons de Céline. Le retour de Céline à Paris. Qu'est-ce qu'on sait à ce point-ci avec certitude en attendant l'annonce officielle? Bon, ce qui a excité tout le monde la semaine passée, on en a parlé, c'est les 250 affiches qui ont été placées à des endroits stratégiques à Paris avec les paroles des chansons de Céline. C'était écrit en noir, en lettres attachées sur fond blanc. Il n'y avait rien d'autre, pas de photos, pas d'indices, mais ça a excité tout le monde. Il y avait entre autres les paroles de cette chanson. Bon, là, il n'y a plus de doute qu'il va y avoir des spectacles à Paris. Bon, premièrement, elle a effacé son compte Instagram en fin de semaine. Ça, c'est une stratégie marketing que tous les grands utilisent depuis plusieurs années. Il n'y a plus de photos. Il y a juste son compte avec le nombre d'abonnés. Il n'existe plus rien. Ensuite, cette nuit, la Tour Eiffel a été illuminée. Puis, c'est des caméras qui ont filmé ça. C'était probablement pas supposé. Mais on a vu la Tour Eiffel s'illuminer en bleu avec des jeux de lumière. Il y avait les mots Céline Dion, Paris, je suis prête. Les médias français ont repris ça, bien évidemment, dans les dernières heures. Pour nous, c'était la nuit. On sait que la Tour Eiffel, c'est pas banal parce qu'elle a fait un retour lors des Jeux olympiques en 2024. Plusieurs mentionnent qu'il y aurait l'annonce à 21h05 heure de Paris pour annoncer finalement ces dates de spectacle. Il y en a plusieurs qui ont avancé que ce sera à la Défense Arena du 12 septembre au 14 octobre. C'est une salle qui peut contenir 40 000 personnes deux fois par semaine. On fait des scénarios, parce que ce qui circule, c'est 2 fois par semaine. Ouais. Ça fait quoi, 5-6 semaines? Ça serait 10-12, douzaine de spectacles, 40 000 personnes par soir. Et ça se peut, parce qu'on avait fait, on avait cherché la semaine passée. Là, quand je regarde le site Internet de la salle, il y a un spectacle de Bad Bunny le 4-5 juillet, puis après, il n'y a plus rien. 4-5 septembre? Non. Juillet? Écoute-moi bien. Bad Bunny, 4-5 juillet. Ensuite, il n'y a plus rien. Et le prochain spectacle est le 31 octobre. Donc, il y a de la place pour Céline. Un gros trou, là. Oui, exactement. Donc, c'est plausible, cette affaire-là. Ensuite, il y a The Redhead, qui est le site des fans de Céline, qui publie toutes sortes d'affaires, puis c'est rare qui se trompent. Ils disent que la radio officielle, ce serait RFM, la radio officielle de Céline, et il y aurait une campagne qui prendra part dans les différentes villes importantes à travers le monde, dont Montréal. Et là, il y a une affiche qui est sortie. Puis ça semble assez vrai à Rome. On voit Céline avec les cheveux attachés, un chignon habillé en noir, une chemise blanche, un nœud papillon, et ça annonce ses spectacles à Paris. Oui, parce qu'on se comprend que le spectacle s'installe à Paris, mais c'est mondial. Là, le 8 mai. Ben oui. Toutes les soirs, il va y avoir quelques centaines de personnes du Québec, des centaines des États-Unis, des milliers de partout en Europe. Ben là, puis moi, je réclame quand même la section Québec. Là. Je pense qu'on mérite cette section-là. Puis après ça, si ça fonctionne bien, si tout va bien pour elle, parce qu'aujourd'hui, bon, c'est 58 ans, c'est sa fête, puis c'est pour ça qu'on s'excite, puis c'est comme ça que la stratégie marketing a été déployée. Mais est-ce qu'après, elle pourrait justement venir faire des concerts au Québec, puis ailleurs, tu sais. Donc, s'installer en résidence comme ça, à d'autres endroits, là. Ouais. Ensuite, tu sais, là, on teste l'affaire. Je pense qu'aussi la stratégie de faire
2 soirs semaine, c'est d'évaluer aussi comment il va réagir avec tout ça, avec le syndrome de la personne parce raide. qu'évidemment, il ne faudrait pas qu'elle commence à en annuler puis tout ça. Ça serait C'est décevant, ça serait décevant. ça coûte cher, parce que j'ai hâte de voir combien on va payer pour ces billets-là aussi. Ça As-tu sera une pas idée? donné. Et ça va coûter cher, là. Ça va coûter cher. Ça va commencer à quoi? En dollars canadiens, 400-500 plus? Moi, je pense que c'est... Oui. Plus? Plus. Peut-être oui. commencer à 500, peut-être, mais ça va coûter cher. Puis la revente de ça... Tu sais, juste Paul McCartney, quand il est venu au Centre Bell, il y avait des billets à 5 000. 5 000. Mais j'ai hâte de voir Céline, la denrée aussi, de se dire, c'est-tu la dernière fois? Et on le sait pas, le mystère autour d'elle. Tu sais, ça fait quand même, depuis le documentaire, Je suis Céline, qui a des petites annonces, le compte TikTok. Tu sais, il y a eu tellement de choses. Chapeau à l'équipe marketing. Mais je pense que l'engouement est là, la rareté. On a eu peur qu'elle ne remonte plus sur scène. Mon Dieu, ça va coûter cher. Ah ouais, ça va coûter cher. Très cher. À vos REER, messieurs, dames. Oui, c'est